Après s'être penché sur la définition de la limite, ou plutôt sur les définitions des limites pour les fonctions, on va maintenant énoncer les propriétés et les théorèmes qui concernent cette notion. Dans cette partie, on ne va pas faire les démonstrations parce qu'elles sont vraiment très similaires au cas des suites. Alors, on va commencer par une première volée de propriétés. Ici, A désigne un lieu de limite un peu quelconque. Tous les cas sont possibles. Ça peut être un point de i, une extrémité de i ou éventuellement plus ou moins l'infini. Donc, vraiment tous les cas possibles. Première propriété, une fonction f ne peut pas avoir deux limites différentes en A. C'est la propriété d'unicité de la limite. Cette limite, quand elle existe, est notée la limite de f de x lorsque x tend vers A, alors x ou une autre variable, peu importe, ou la notation fonctionnelle, la limite de f en A. Ensuite, deuxième propriété, si f admet une limite finie petit l en A, alors au voisinage de A, f est borné. Alors là, pour le coup, il n'y a vraiment rien à démontrer, c'est purement et simplement la définition de la limite. Étant donné que f admet une limite finie L, alors pour tout epsilon, n'importe lequel, comme par exemple epsilon égale 8, on sait que f de x est compris entre L plus epsilon, donc L plus 8 et L moins epsilon, c'est-à-dire L moins 8, au voisinage de A. Et donc en particulier, on voit bien que f est borné. Ensuite, si deux fonctions f et g admettent chacune une limite en A, et si au voisinage de A, on a que f de x est inférieur à g de x, alors on peut passer à la limite dans cette inégalité large et obtenir que la limite de f est plus petite que la limite de g. Attention, cette propriété est fausse avec les inégalités strictes, c'est bien le théorème de passage à la limite dans les inégalités larges. Je rappelle que quand vous avez une inégalité stricte, c'est comme pour les suites, f de x est strictement inférieur à g de x, le passage à la limite va élargir l'inégalité. Vous allez obtenir que la limite de f est inférieure ou égale à la limite de g. Dans le cas général, les limites peuvent très bien être égales. Attention, si vous utilisez ce théorème de passage à la limite, vous le faites pour des quantités f et g où vous savez qu'elles admettent une limite. Ce théorème de passage à la limite ne doit pas être confondu avec, par exemple, le théorème des gendarmes ou les théorèmes de comparaison qu'on va voir juste après. On continue. Si deux fonctions f et g admettent chacune une limite en A et que la limite de f est strictement inférieure à la limite de g, alors sur un voisinage de A, on a que f de x est lui-même strictement inférieur à g de x. Ensuite, il y a tous les théorèmes d'opération sur les limites. Si jamais vous savez que f de x tend vers un réel L de f et que g de x tend vers un réel LG, alors vous avez tous les théorèmes usuels sur la somme des limites, la multiplication par une constante, le produit des limites, la valeur absolue, et puis le passage au quotient. On a également un théorème de composition des limites, qu'on appelle aussi le théorème de changement de variable. On verra après pourquoi. Dans ce théorème, on s'intéresse à une quantité de ce type, h de f de x, donc c'est bien la composée de deux fonctions, f et h. Et on regarde sa limite lorsque x tend vers A. Le contexte est donc le suivant, on a deux fonctions f et h qui sont telles que leur composé h rond f est correctement défini sur un voisinage de petit a. Le théorème dit la chose suivante, si premièrement la quantité f de x lorsque x tend vers a tend vers L, et si deuxièmement la fonction h quand je lui donne une quantité y qui tend vers L tend vers L', alors la composée ici h de f de x tend vers L'. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en fait, pas du tout. Regardez, suivez-moi bien. C'est une quantité du type h de f de x. Et on regarde ce qui se passe lorsque x tend vers a. Donc on a ici cette quantité x qui tend vers petit a. Ici, d'après cet argument-là, la quantité f de x, du coup, tend vers L. Donc là, je peux mettre une accolade. Tout ça tend vers L. Et enfin, d'après le deuxième argument, celui-ci, je vois que justement quand je donne en argument de la fonction h une quantité y qui tend vers L, le tout tend vers L'. Donc c'est tout à fait logique ici que toute cette quantité-là tende vers L' lorsque x tend vers A. Prenons un petit exemple concret. Imaginons que vous vous intéressiez à la quantité suivante, log de tangente x sur tangente x au carré. Et que vous vouliez la limite de cette quantité lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que cette quantité, vous pouvez l'interpréter comme une fonction, ici, de tangente x. En fait, plus précisément, c'est la quantité log de y sur y carré qui est appliquée à y égale tangente x. À ce moment-là, le théorème de composition des limites va s'appliquer. Tout d'abord, d'une part,
vous regardez le comportement de tangente x, lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, ça on le connaît, hein, tangente x tend vers plus l'infini. Et puis deuxièmement, vous vous intéressez donc au comportement de log de y sur y carré, eh bien lorsque y est une quantité qui tend vers plus l'infini. Et ça, c'est une croissance comparée, on sait que c'est 0 la limite. Vous pouvez donc en déduire par le théorème de composition des limites que la limite que vous recherchez, c'est 0. On comprend bien pourquoi ce théorème s'appelle aussi le théorème de changement de variable, parce qu'en pratique, c'est vrai que parfois, par commodité, on va l'écrire comme un changement de variable. On va le rédiger de la manière suivante, on va dire on pose y égale tangente x, lorsque x tend vers pi sur 2 moins y tend vers plus l'infini, et la limite log de y sur y carré lorsque y tend vers plus l'infini, c'est 0 par croissance comparée. Donc, eh bien, par changement de variable, la limite qu'on recherche, c'est 0. On a souvent tendance à rédiger de cette manière-là parce que c'est plus commode, ça allège un peu les notations, mais c'est vrai que rigoureusement parlant, ici, c'est pas très rigoureux de noter tangente x, y, on devrait le noter y de x, c'est une fonction en fait ici. Donc ce qu'il y a derrière, c'est bien un théorème de composition de limite pour les fonctions. Puisqu'on parlait de la limite en pi sur 2 par valeur inférieure, c'est l'occasion de faire un éclaircissement sur ce qu'on appelle la limite à droite et la limite à gauche. Ici, A désigne un point, un réel, hein, donc un point de l'intervalle, éventuellement une extrémité, mais bon, pas plus l'infini ou moins l'infini, un réel. Et puis LD et LG désignent deux réels. Alors, allons-y. Lorsque f est défini sur un voisinage à droite de A, on dit que f admet LD comme limite à droite au point A si, eh bien, on a cette phrase-là que j'ai écrite avec des quantificateurs. Et en fait, cette phrase, c'est exactement la définition de la limite, sauf que à cet endroit-là, au lieu de prendre un intervalle centré en A, c'est-à-dire un vrai voisinage, eh bien non, on fait comme si la fonction n'était définie qu'à droite de petit a, et on regarde ce qu'on appelle eh bien, un voisinage à droite de petit a. Si cette limite à droite donc existe, qu'elle s'appelle LD, on va le noter de cette manière-là. Vous avez limite de f de x lorsque x tend vers a égale LD. Limite de f de x lorsque x tend vers a avec x strictement supérieur à a est égal à LD. Vous avez la notation fonctionnelle ici. Et puis ma préférée, f de x tend vers LD lorsque x tend vers a+. Il faut bien comprendre qu'en soi, l'objet a+, n'a aucun sens. Hein. Ce qui a du sens, c'est tendre vers a+. Tendre vers a+, ça signifie tendre vers a par valeur strictement supérieure à a, c'est tout. Alors ensuite, symétriquement, lorsque f est défini sur un voisinage à gauche, eh bien, on définit le fait qu'elle admet une limite à gauche, LG, par eh bien, exactement la même phrase, sauf que ici, eh bien, au lieu de prendre un voisinage centré en A, on prend un voisinage à gauche de A. Les notations sont exactement les mêmes, cette fois-ci, on parle de limite en A-. Il faut bien comprendre que lorsqu'une fonction f est définie sur un voisinage de petit a, il y a trois quantités à bien distinguer les unes des autres qui peuvent être distinctes, la limite à gauche, la limite à droite et la valeur de la fonction en ce point. Sachant que bien évidemment, en plus, la limite à gauche et la limite à droite peuvent très bien ne pas exister. Pour que la fonction f admette une limite en a, eh bien, il faut en fait que ces trois quantités déjà existent, c'est-à-dire qu'elle admette une limite à gauche, qu'elle admette une limite à droite, et que ces trois quantités soient égales entre elles. Au passage, on peut remarquer qu'il n'est pas nécessaire que f soit défini en A pour définir les quantités, sa limite à gauche et sa limite à droite, puisque, souvenez-vous, là dans la définition ici de cette limite, on a bien pris des intervalles là où A était exclu. Passons maintenant au théorème d'existence de limite. Ici, comme d'habitude, A désigne un point de i, éventuellement une extrémité, éventuellement plus ou moins l'infini. Les théorèmes sont énoncés en tant que limite en A, mais ils sont tout aussi valables quand on regarde une limite en A+, ou en A-. Alors le premier théorème, c'est le bon vieux théorème des gendarmes, hein, ou alors le théorème de limite par encadrement. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que si tu as une quantité ici, f de x, qui est encadrée par deux quantités, g de x et h de x, qui admettent la même limite finie, j'insiste bien, limite finie, alors f de x tend lui-même vers cette limite commune petit l. Attention ici, contrairement à la propriété de passage à la limite dans les inégalités larges, là, au moment où vous appliquez le théorème des gendarmes, vous ne savez pas que la quantité centrale ici, f de x, admet une limite.
En fait, c'est le théorème lui-même qui vous permet d'affirmer que f de x admet une limite. Donc c'est bien un théorème d'existence de limite, ce qui n'est pas du tout le cas du passage à la limite dans les inégalités larges, où là on ne peut le faire que si on sait déjà que les quantités admettent une limite. Deuxième théorème, ce sont en fait les théorèmes de comparaison qui sont toujours sur les mêmes idées. Si jamais en valeur absolue tu es plus petit qu'une quantité qui tend vers 0, alors toi-même tu tends vers 0. Ensuite, si tu es plus grand qu'une quantité qui tend vers plus l'infini, alors toi-même tu tends vers plus l'infini. Et si enfin tu es plus petit qu'une quantité qui tend vers moins l'infini, alors toi-même tu tends vers moins l'infini. Enfin, il y a le théorème de la limite monotone, qui va beaucoup ressembler au théorème de la limite monotone qu'on avait sur les suites. Quoique, le cas des fonctions est un peu plus compliqué, puisqu'il y a deux cas à distinguer selon qu'on regarde un voisinage à gauche de petit a ou un voisinage à droite de petit a. Commençons par un voisinage à gauche. Ici, on imagine que f est une fonction croissante sur un voisinage à gauche de petit a. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit cette fonction est majorée sur ce voisinage, et dans ce cas-là, la fonction f admet une limite finie en a-. C'est ce que j'ai représenté ici sur ce schéma. À noter que cette limite finie va forcément être inférieure ici au majorant dont on disposait, mais elle n'est bien évidemment pas forcément égale à ce majorant. Ce qu'on peut dire par contre sur cette fameuse limite finie ici, c'est que c'est la borne supérieure des valeurs de la fonction sur ce voisinage à gauche. Mais c'était déjà le cas en fait pour les suites, puisque dans le cas des suites, la limite c'était aussi la borne supérieure des valeurs de la suite. Et puis, deuxième possibilité, elle n'est pas majorée, et alors à ce moment-là, en a-, elle tend vers plus l'infini. C'est ce que j'ai représenté ici sur ce schéma. Donc, on comprend que, en fait, pour une fonction croissante, en un point A, elle admet toujours une limite en a-, quitte à ce que cette limite soit plus l'infini. Si maintenant la fonction, toujours pour un voisinage à gauche, est décroissante, là c'est le schéma que j'ai fait ici, alors il y a deux cas. Le premier cas, c'est la fonction est minorée sur ce voisinage à gauche, et à ce moment-là, elle va admettre une limite finie qui est la borne inférieure des valeurs de la fonction sur ce voisinage. Soit, deuxième cas, elle n'est pas minorée, et à ce moment-là, c'est ce que j'ai dessiné en rouge, la fonction tend vers moins l'infini en a-. Maintenant, sur les deux derniers schémas ici, on représente les situations et les théorèmes symétriques, mais pour un voisinage à droite de A. Et en fait, là, tout est inversé. Dans le cas d'une fonction croissante, ici, les deux cas à distinguer, c'est si jamais f est minoré, c'est ça qui est important ici au voisinage de A, à droite de A. Si f est minoré, alors elle admet une limite finie en A+, qui va être la borne inférieure de ces valeurs. Et si jamais, deuxièmement, elle n'est pas minorée, alors c'est ce que j'ai mis en rouge, elle va tendre vers moins l'infini. Et puis, deuxième cas, le cas où f est décroissante, où cette fois-ci, la question, c'est de savoir si la fonction est majorée. Donc vous voyez, là, il ne faut pas s'empêtrer. Il y a quand même 4 cas. Il y a le cas voisinage à droite, voisinage à gauche, le cas f croissante, f décroissante. Mais il faut bien évidemment surtout pas apprendre tout ça par cœur. Simplement, faites un schéma pour voir ce qui est pertinent de regarder, savoir si c'est majoré ou pas, ou savoir si c'est minoré ou pas. On va finir avec la remarque suivante. Si jamais vous considérez une fonction f qui est croissante et qui est définie au point A, de sorte que là, vous voyez, en A, il y a une valeur, ici, f de A. Alors, en fait, le théorème de la limite monotone va pouvoir s'appliquer à la fois à gauche de A et à droite de A. À gauche de A, vous avez une fonction qui est croissante et qui est majorée par f de A, puisqu'elle est croissante. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, la fonction admet une limite finie en A-. Et puis, à droite de A, la fonction est croissante et minorée par f de A. Donc, par le théorème de la limite monotone, elle admet une limite finie en A+. Donc, en fait, votre fonction admet toujours une limite à gauche et une limite à droite. Et ça, c'est valable pour n'importe quel point. Si jamais votre fonction est une fonction croissante sur un intervalle i, alors en tout point intérieur de cet intervalle i, vous aurez cette propriété qui sera vérifiée. Votre fonction admettra une limite à gauche et une limite à droite. Après, bien évidemment, les trois valeurs limite à gauche, limite à droite et la valeur de la fonction en ce point ne sont pas forcément les mêmes. Il peut y avoir une discontinuité en petit a.